québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Je reviens pour une nouvelle saison et je suis très contente de vous revenir. On a des belles choses à vous dire. Écoutez, vous savez qu'on est un organisme de défense des droits. Vous savez aussi que si vous éprouvez des difficultés, si vous êtes mal dans votre peau parce que vous savez pas si quelque chose est correct ou pas, alors vous nous contactez au 418-524-0437, poste 0. Il va toujours avoir quelqu'un qui va vous répondre. Écoutez, avant qu'on parle avec une personne fort intéressante, je voudrais vous parler des rencontres, des conférences qu'on va faire cette année. C'est vraiment très intéressant. Je vous le dis, là, on a trouvé des gens qui vont vous parler d'une façon très compréhensible, mais qui vont vous parler de choses qui nous touchent toutes et tous. Alors, on a le 25 septembre au Centre Montmartre, le docteur Paul Poirier, qui est cardiologue de l'hôpital Laval, qui va venir parler des saines habitudes de vie pour la santé. Écoutez, M. Poirier parle souvent des saines habitudes de vie, fait des marches, il est cardiologue, alors on peut en tout temps améliorer notre santé. Alors, je vous répète, 25 septembre 2024 au Centre Montmartre. Je vais vous le redire à chaque émission. Et on a aussi, puis ça, manquez pas ça, ça va vous donner un petit coup pour aller plus loin. Vieillir n'est pas une maladie. C'est ce que je pense. Vous devez penser ça vous aussi. Avec Jean-Pierre Després de Vitam, qui va venir encore au Centre Montmartre le 30 octobre. Je vous préviens à l'avance de ça pour que vous ne soyez pas surpris puis que vous pensiez que c'est important la santé. Il faut s'en occuper puis il faut aller chercher des personnes ressources. Autre chose, dernière chose, on prépare des marches au parc Mézeray. Je vais vous les nommer, vous allez m'entendre. On marche pas trop vite, on regarde la nature, on peut s'asseoir, mais on respire, puis on est ensemble. Alors, on va envoyer de l'information un petit peu partout parce que c'est important. L'automne est encore une belle saison, puis on peut encore marcher ensemble. Alors là, j'aborde l'autre sujet. Ce matin, on est une radio-réalité. On parle de télévision-réalité. Ici, on est une radio-réalité. On entend beaucoup parler des gens, des personnes aînées qui n'ont pas de médecin de famille. C'est une situation, des fois, qui peut être très difficile. C'est peut-être votre cas aussi. Alors, on a décidé de recevoir une dame qui n'a pas de médecin de famille et qui va vous parler de sa situation. Et c'est important, écoutez bien ça, c'est peut-être la vôtre aussi. Alors, c'est important. Alors, bonjour madame. Bonjour madame Gagnon. Nous nous questionnons beaucoup sur la situation des aînés qui n'ont pas de médecin de famille. Il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent, qui nous disent on est sur un registre, on n'est pas appelé, ça fait longtemps, on n'a plus de médecin, qu'est-ce qu'on fait? C'est votre cas et je vais vous poser quelques questions pour voir un peu qu'est-ce que vous vivez. Est-ce que vous vivez seul ou en couple? On est en couple, mon mari et moi, depuis 30 ans. Est-ce que vous, les deux, n'avez plus de médecin de famille? Effectivement, on avait tous les deux le même médecin. Donc, quand il a pris sa retraite il y a 4 ans, malheureusement, on s'est ramassé sans médecin de famille. C'est pas facile. Non, c'est difficile parce qu'on a eu dans cette période-là, différents problèmes de santé, particulièrement pour mon mari qui a eu 3 cancers à supporter et qui a présentement un autre problème de santé qu'on est en attente de résultats d'examen, mais c'est difficile parce qu'on ne sait pas qui va faire le suivi puisque les examens sont faits, mais il n'y a pas de médecin de famille. On ne sait pas comment ça fonctionne. On se sent un peu abandonné dans ce sens-là. L'abandon dans le sens que vous ne savez pas du tout qu'est-ce qui va vous arriver.
Effectivement. Puis quand on est dans l'insécurité de notre propre santé, on est comme chacun dans notre petite bulle, puisque moi aussi, je vis des problèmes de santé où je suis en attente. Et c'est difficile parce que personnellement, lorsqu'une personne se sent inconfortable avec elle-même, ben c'est difficile d'être inconfortable avec les autres. Hein? On s'entend que les relations peuvent être des fois un peu compliquées. On est moins à l'écoute de l'autre. On est peut-être des fois un peu plus impatient. Fait que au niveau de la santé, il y a la santé avec soi-même, mais il y a la santé avec ceux qui nous entourent aussi. Ça affecte l'environnement et les gens qui nous entourent. Je vais vous poser une question, elle est assez directe. Est-ce que vous pensez que les gens qui n'ont pas médecin de famille ont moins de soins que les autres? Oui. C'est évident. c'est évident que les gens ont moins de soins parce que ils ont pas l'impression que la société prend soin d'eux. On se sent abandonnés de tout part, tout côté. Il nous arrive quelque chose, on ne sait pas où aller. Quand on parle avec une ressource, ben même la ressource semble pas savoir quoi faire avec nous. C'est pas facile. Il y a un déséquilibre total. Quand vous avez un problème de santé, vous faites quoi? Vous allez à l'urgence? Ben moi, ça fait 2 fois que je vais à l'urgence pour mon problème de santé. C'est à la seule place où je me suis sentie en possibilité d'avoir de l'aide. Je dis bien en possibilité parce que même là, à l'urgence, je suis sortie de là, j'avais pas rien pour m'aider au moment présent. On m'a rapporté à différents endroits. Personnellement, on m'a reporté pour que je puisse rencontrer une spécialiste à propos de mon problème de santé. Ça a pris 1 mois avant que je voie la spécialiste. La spécialiste me reporte parce que je dois prendre un rendez-vous. Ben, c'est-à-dire j'ai un rendez-vous pour le 24 septembre pour un examen. Donc, je sais pas encore ce qui va m'arriver. Puis, on m'a inscrit sur une liste parce qu'on me dit quand même que je vais avoir une chirurgie. J'ai reçu la lettre de l'hôpital qui me dit, oui, vous êtes inscrite à une chirurgie, mais on sait pas quand ça va se passer. Fait qu'on est toujours reporté dans le temps. Puis, quand on est une personne âgée, du temps, c'est pas ça qu'on a de plus, hein. Fait que c'est très difficile psychologiquement. Ouais, je comprends. Puis, mais avez-vous fait appel au 811? Non, j'ai pas fait affaire avec le 811 pour ma période de santé parce que c'était trop évident qu'on m'aurait envoyé là. Moi, j'ai vécu une grosse hémorragie, puis je pense pas que de prendre le 811 pour qu'on me demande d'aller au GAP, prendre un rendez-vous, il fallait que j'aille tout de suite. Là. J'avais pas le temps d'attendre. Il fallait vraiment que je me sécurise puis que j'aille immédiatement à l'hôpital. Alors, ce qu'on peut dire aux auditrices et aux auditeurs, si vous avez un grave problème de santé, rendez-vous à l'urgence. Ah, ça, c'est sûr. Hein? Attendez pas, faites pas le téléphone, puis tout ça, là. Vous allez perdre du temps. Ben, c'est sûr, parce que là, tu vas aller rencontrer un médecin dans un bureau de médecine familiale qui va te dire, ben là, il faut que tu ailles faire des examens, fait que tu vas attendre encore une autre fois de plus, puis tu peux te mettre en danger encore plus si cette période d'attente-là peut faire en sorte de te nuire à long terme. Là. Quand, là, je perçois que c'est très stressant et que c'est énervant, surtout quand on a des symptômes physiques, mais il n'y a personne qui vous accompagne là-dedans. Non, on ne peut pas dire qu'on va demander à notre médecin de nous aider dans un suivi suite au fait qu'on est allé à l'hôpital. C'est d'être allé à l'hôpital parce qu'on a un état d'urgence, je trouve que c'est important, même pour ceux qui ont des médecins de famille, quand il y a quelque chose d'urgent. Mais par la suite, quand on nous a peut-être rassuré un peu sur notre urgence, on ne sait pas vers qui se tourner. Ah non, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a comme 2 étapes, là. La première étape d'aller à l'urgence, parce qu'effectivement, c'est une urgence. Là, on vient te confirmer qu'il n'y a pas de problème, on te sécurise sur le moment présent. Par contre, on te dit qu'il faut qu'il se passe autre chose. Mais ce autre chose-là, pour qu'on puisse être sécurisé dans le chemin qu'on doit prendre, dans les gens qu'on doit rencontrer, ben, on n'a pas de ressources. Non, je comprends. Dans le vide. Dans le vide. C'est un peu dans le vide, là, parce que là... Effectivement, on est dans le vide, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est la même chose dans le cas de votre conjoint? Oui, c'est la même affaire. Lui qui a eu 3 cancers, a eu un autre problème dernièrement, et il a suivi des examens dernièrement aussi, il y a déjà une semaine passée, mais il n'y a pas de suivi. On ne sait pas qui va l'appeler, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis c'est difficile parce que déjà qu'il a eu une santé
assez fragile, ça m'inquiète. Donc, moi qui vis un problème personnellement qui est quand même assez intense, j'ai le problème de mon mari que je vis aussi et que je pense que lui aussi vit le mien. Indirectement, on est toutes les deux inquiètes de soi-même et pour l'autre. Ça aide pas pour la qualité de vie, ça, c'est sûr et certain. Ça. Mais imaginez-vous, vous avez l'air très aligné puis très à votre affaire. Imaginez-vous des gens qui sont plus démunis, qui ont ces mêmes problèmes-là, et puis qui n'ont peut-être pas le même action là, que vous pour réfléchir puis aller plus loin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça doit être épouvantable pour ces personnes-là. Ça doit être épouvantable. Moi, je trouve ça vraiment triste parce que la société a pas compris quelque chose, là. Tu sais, on va revenir en arrière un peu au moment de la pandémie. Qu'est-ce que les responsables de la santé publique ont dit? On va faire en sorte de tout de suite prendre en charge les personnes plus vulnérables parce que ça va être dur sur le système de la santé. Hein? On a fait ça, les vaccins, puis toutes les personnes les plus vulnérables. On parle de personnes âgées, mais les immunosupprimés, les personnes qui étaient vulnérables. Oui. Puis pour faire en sorte que dans le développement, parce qu'on savait pas vraiment où est-ce qu'on s'en allait avec la pandémie, pour faire en sorte de ne pas surcharger le domaine de la santé. Mais dans la santé du quotidien, la philosophie devrait être la même. Les personnes les plus vulnérables, s'ils étaient pris en charge, n'engorgeraient pas plus le système de santé. Parce que, justement, on voit qu'on a une société vieillissante. On sait très bien que de plus en plus, malheureusement, on est dans le baby boomers où il y a beaucoup de personnes âgées qui vont avoir besoin d'aide. Si on faisait immédiatement une action pour s'occuper de ces gens-là, prioriser donc un médecin de famille pour ces groupes de personnes-là, on allégerait le système de santé, j'en suis certaine. Parce que les 2 fois que je suis allée à l'urgence, j'en ai vu des personnes âgées qui étaient là, puis qui sont parties par la suite. Puis je suis certaine que ces personnes-là, s'il y avait eu un encadrement plus approprié pour leurs besoins, ben, ils n'auraient pas été à l'urgence pour différentes raisons qui auraient pu être réglées en dehors de ça. Écoutez, madame, ça me porte à vous dire quelque chose. Le mouvement AQDR, parce que l'AQDR Québec fait partie d'un grand mouvement, on a toujours été pour une priorisation des aînés au niveau de la santé, pour que les aînés soient pris en charge plus rapidement, parce que, vous savez, ça peut dégénérer très rapidement. Oui. Ça n'a jamais été fait. Alors, quand on vous écoute, là, puis qu'on considère ça, puis on a entendu beaucoup d'aînés nous parler, ben on se dit, ça peut détériorer votre santé encore plus, puis là, ça va être difficile de reprendre ça. Effectivement. Si on prend le principe d'une maison, pour que la maison puisse s'ériger en hauteur, il faut que la base soit solide, ce qu'on appelle le solage. Mais la base, c'est qui? C'est les aînés qui ont construit le pays d'aujourd'hui, là. Ces aînés-là, s'ils étaient pris en charge, s'ils avaient leur médecin de famille, s'ils étaient encadrés, ben là, ils laissent la place pour que la maison s'élève, puis pour pouvoir donner accès à toutes les autres personnes aux soins de santé auxquels ils ont droit aussi, mais qui seraient peut-être en mesure d'avoir plus facilement et plus rapidement si notre base était bien encadrée. Oui, mais ça, c'est important, là. Ça, c'est une demande qu'il faut vraiment faire, là, je vous le dis. C'est une demande qu'on va faire aussi, de prioriser les personnes aînées pour les médecins de famille. Parce que ça peut dégénérer plus rapidement. Les personnes aînées ont souvent des maladies chroniques qui demandent une attention régulière. Puis n'ayant plus de médecin de famille, ils n'ont plus d'attention régulière. Alors, ça peut dégénérer. C'est pas vraiment très bon pour ces personnes-là, ni pour l'ensemble de la société québécoise. C'est sûr, parce que moi, j'imagine une personne aînée plus vulnérable qui a quand même eu des enfants, que les enfants qui sont au travail sont inquiets pour leur personne aînée. Fait que ça fait quoi? Ça fait que les enfants sont moins focus sur leur travail. Donc, ça peut malheureusement se comptabiliser
façon de parler au niveau du gouvernement, ils devraient réfléchir sur cet aspect-là. Parce que si les aînés sont pas pris en charge, ben ceux qui sont autour d'eux vivent des inquiétudes, sont moins productifs, moins performants. Il y a quelque chose que le gouvernement n'a pas compris sur le fait de donner priorité aux personnes aînées. Et ça va plus loin que juste s'arrêter à leur donner une sécurité de la santé. C'est sûr qu'on a besoin de ça, mais ça peut dégénérer au niveau de la société, même si c'est peut-être des fois subtil, il y a quelque chose qui n'est pas compris par nos gouvernements et qui devrait l'être et qui améliorerait certainement la qualité de vie de tout le monde. Ouais, ça, je vous écoute, là, puis on est parfaitement en accord sur la situation. Mais il y a quelque chose aussi que je voudrais développer avec vous. Écoutez, pour les aînés, puis pas juste les aînés, mais moi, c'est plus les aînés qui me concernent. Les éléments psychosociaux pour aider les gens. Parler, c'est sûr que là, nous, on préconise un médecin de famille pour tous les aînés, mais la vie est dure. Il y a beaucoup de gens qui... tu sais, il y a de l'inflation, il y a des gens qui ont moins d'argent, on a de la misère à trouver des appartements abordables, je dis bien ça quasiment en souriant, vous me voyez pas, puis ça marche pas, puis il faudrait aussi que les gens soient soutenus au niveau psychosocial. Qu'en pensez-vous, madame? Certainement. Puisque les aînés ont besoin de pouvoir avoir accès à des ressources, mais c'est sûr qu'une personne âgée qui n'a pas développé beaucoup de compétences informatiques, façon de parler, parce que beaucoup, ça se passe par là, ne sera pas en mesure d'aller vers la ressource. Il faut absolument faire en sorte que cette ressource-là puisse être capable d'aller vers les aînés. Ouais. Écoutez, ça fait longtemps qu'on pense à ça. Tu sais, avant tout, là, ce qui est important dans la vie, c'est la sécurité. C'est ça. Si tu te sens pas en sécurité, tu flanches. Alors, si tu as besoin d'aide psychosociale, tu as besoin de soutien pour un bout, ben il faut l'avoir, parce que sinon, tu deviens quoi? C'est difficile. Puis l'autre chose que vous avez nommée, c'est les gens qui sont pas habiles au niveau informatique. Et tout le monde ne va pas sur Clic Santé. Envoie donc. Alors, comment ils font pour avoir des rendez-vous? Ça doit être difficile, terriblement. Puis des fois, ils peuvent ne pas en avoir, puis venir tellement écœurés d'avoir de la misère que de ne plus vouloir en prendre. C'est sûr. Parce que dans les problèmes de santé de nos aînés, malheureusement, la vieillesse fait en sorte que des choses qui dégénèrent, comme l'audition, comme la vue, ce qui fait que ces gens-là peuvent avoir de la misère à communiquer. Puis, les personnes qui gravitent autour de ces gens-là, qui sont conscients des difficultés que rencontrent nos aînés, eux-mêmes ne savent pas vers qui se diriger. On pourrait inscrire dans une espèce de réseau commun les noms des personnes qui auraient besoin d'aide avec leur numéro de téléphone pour faire en sorte qu'une personne ressource psychosociale pourrait les communiquer avec eux en ayant une espèce de petit résumé de leur situation qui serait faite de par les personnes qui gravitent autour des personnes en question, que ce soit les enfants, que ce soit le voisin, que ce soit qui est conscient de ce qui se passe, pour faire en sorte qu'au moins une ressource se manifeste auprès de l'aîné concerné. Parce que la personne, elle, par elle-même, elle ne sait pas vers où se guider. Elle a peur, elle est inquiète, elle est insécure. Elle ne comprend pas, parce que la société a tellement changé, là, pourquoi on n'a plus de médecin de famille, alors que quand on était plus jeune, moi, personnellement, si j'avais besoin d'un médecin de famille, peu importe le cabinet de médecin qui était dans mon environnement, je rentrais là, puis j'allais voir un médecin, puis c'était immédiatement, ou une journée ou deux après que j'avais un rendez-vous. Il n'y avait pas la philosophie de médecin de famille. Il y avait la philosophie de médecin pour tous. Oui, je comprends, puis je suis capable, comme vous, là, de retourner en arrière puis de voir ça. La société a changé énormément. Elle va changer encore plus parce qu'on est sur un mouvement de grand changement, puis on n'aide pas les gens
à s'acclimater à ça. On dirait qu'on les laisse aller. Je pense que c'est un peu ça que vous me dites. Oui, bien, ça provoque malheureusement, ce que ça provoque, c'est un dérapage. Parce que changer quelque chose, oui, le changement, s'il apporte une amélioration, puis de toute façon, la vie, c'est un éternel changement. Là. Même notre corps change, fait qu'on peut pas être contre le changement, mais c'est de la façon que le changement est fait. Il faut que les gens qui sont en tête des changements soient conscients de la faisabilité du changement pour la personne qui a à le recevoir, ce changement-là. Si on a une personne, exemple, de 40 ans qui est en bonne santé, puis je suis bien contente pour cette personne-là, qui décide d'initier un changement pour les aînés, mais qui ne le comprend pas parce qu'elle n'a pas de personne autour d'elle qui vit cette situation-là, elle n'a pas été en immersion voir qu'est-ce qui se passait pour ces gens-là, elle a une bonne volonté, mais elle n'est pas consciente de comment la personne à qui s'adresse le changement peut recevoir le changement et l'appliquer. Ben là, il y a une notion d'éducation à faire envers ces gens-là qui veulent initier les changements. Là. Comment vous pensez, je vous écoute, là, puis nous, on réfléchit tout le temps à ça, là, puis on va certainement proposer quelque chose. Il faudrait qu'il y ait un changement majeur, une priorisation des personnes aînées, au niveau de la santé, mais pas juste au niveau de la santé médicale, mais à d'autres niveaux, psychosocial, etc., tenant compte de leur situation, tenant compte de où ils sont rendus dans leur vie, puis qu'on les prenne où ils sont rendus pour aller plus loin, qu'on pense pas que tout le monde est pareil. Effectivement, parce qu'on parle du mieux vivre, hein, pour tout le monde, hein. Alors, si on est conscient du mieux vivre, on est conscient qu'une personne âgée peut vivre une dépression, elle n'est pas physiquement en mauvaise santé, une dépression parce qu'elle est seule. Le mieux vivre s'adresse à plusieurs types de situations de la personne. Mais le gros problème à l'origine, c'est qu'on n'a pas compris qu'il faut absolument sécuriser les personnes âgées. Il faut partir du bas de la maison avant de la monter et non partir du haut de la maison pour la descendre. Alors, si on donne à nos personnes âgées une première sécurité sur le fait que s'ils ont besoin d'aide, ils savent où aller, vers un médecin de famille ou une super infirmière, une ressource, en tout cas officielle. La personne, elle a le numéro de téléphone de cette ressource-là, puis elle fait pas 50 téléphones. Là. Parce que c'est bien beau appeler au 811. Moi, je l'ai fait, cette démarche-là. Là. Puis c'est très difficile, hein, parce que là, on te pose 56 questions sur ta santé pour te dire, ben là, non, on va demander à une autre infirmière de vous appeler pour vous diriger. Il y a trop de détours. OK, je comprends, puis j'adhère à ça, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais on va revenir sur votre cas à vous. Avez-vous une idée quand est-ce que vous allez avoir un examen, mais comment ça va aboutir ou ça peut se prolonger? J'ai aucune idée. Aucune idée de comment ça va se passer. Parce que l'examen qui m'est demandé, je m'attendais à avoir un examen, c'est sûr, mais comment le processus qui va suivre, parce qu'on m'a dit que j'aurais une opération. Fait qu'on entend ce mot-là, opération, peu importe la personne, c'est pas un mot qui nous sécure, hein? C'est un mot qui nous insécurise, hein? Ouais. Alors, déjà de savoir qu'on va avoir une opération, c'est une première étape à accepter de passer vers ça, puis on ne sait pas comment ça va se passer, quand on va avoir une réponse là-dessus. Puis, j'ai mon mari, moi, qui attend des résultats, qui pourrait lui aussi avoir à vivre une opération. Alors, ma peur aussi, c'est de vivre en même temps l'opération que mon mari. Je me demande comment on va faire pour s'en sortir. Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. C'est très insécurisant. Je ne sais pas où appeler pour savoir comment ça va se passer. Il y a rien, puis c'est ça. Puis je pense que je suis pas toute seule à vivre ça. L'insécurité de ne pas savoir est quasiment pire que le problème de santé. Nous, on enregistre toutes les émissions. On les met sur notre site Internet. On va prendre soin d'envoyer cette émission-là aux gens qui pourraient peut-être décider autre chose. Parce que vous êtes un peu le porte-parole des personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Puis votre situation est assez grave, puis beaucoup d'autres personnes peuvent la vivre. Alors, je pense qu'il faut absolument qu'on bouge sur cette situation-là. Effectivement. Si je peux être en mesure d'aider ne serait-ce qu'une personne
à avoir accès à quelque chose, ben j'en suis heureuse. Et c'est effectivement les gens qui sont les instigateurs de pouvoir donner aux personnes âgées de l'aide. Écoute ce qu'on vient de se dire. Ben je dis à ces gens-là, réfléchissez sur le fait que si la base est solide, vous libérez pour les autres beaucoup de choses. Les gens âgés, c'est des êtres humains qui ont besoin d'être sécurisés. Un enfant qui vient au monde qui crie, il a besoin d'être sécurisé. On le met on l'emmitouffe, on le sécurise. Alors, la même chose, c'est toujours un être humain qui a besoin d'être sécurisé. La base reste la même, peu importe l'âge qu'on a, peu importe les problèmes qu'on a. Si on décide de donner aux personnes âgées accès à une ressource sans détour, rapide, je pense qu'on a réglé 50% des problèmes qui se passent dans le domaine de la santé. J'en suis convaincue. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de ce que vous dites. Vous êtes vraiment capable de décrire des situations puis d'aller plus loin pour aller voir c'est quoi les solutions possibles. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, puis bonjour à tout le monde. Merci. Alors, vous avez écouté cette dame qui profondément vous a décrit sa situation, mais qui vous a aussi amené sur des pistes de solutions. Alors, nous, par rapport à ça, on enregistre et puis on va voir là, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on a voulu que notre première émission de l'automne parle de situations concrètes qui briment la vie des aînés. Alors, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, on a des conférences extraordinaires sur la santé cette année et sur d'autres sujets. Allons-y ensemble. Et vous pouvez toujours m'appeler, vous le faites pas souvent, là, mais vous pouvez toujours m'appeler à la QDR Québec si vous avez des idées sur d'autres cas. Là, vous êtes là, on vit toutes. Mon nom, c'est Judith Gagnon. Appelez-moi au 418-524-0437, poste 1. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.